moi j'ai noté plusieurs choses, je ne sais pas si c'est des éléments qui peuvent vous faire réagir, notamment sur la question des éléments marqueurs du territoire de Pontchâteau. Aujourd'hui, pour vous, qu'est-ce qui différencie Pontchâteau par rapport à une ville lambda, par rapport aux autres villes du département? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui Pontchâteau a une identité particulière? Quels seraient les lieux un peu repères du territoire qu'il conviendrait de mettre en valeur, alors que ce soit des éléments repères? Un élément repère, on l'a vu, ça peut être aussi un élément du quotidien, c'est-à-dire je passe tous les jours sur ce rond-point. On n'est pas forcément là sur des éléments de patrimoine, mais des éléments qui servent de repère aussi dans le quotidien, et dans le vécu et dans le lieu de vie qu'ont les habitants quand ils sortent de la maison et sur leur trajet quotidien. Un sujet qui mérite d'être abordé aussi, c'est qu'un quartier, c'est composé d'une diversité d'habitants, y compris en termes générationnels. Et un sujet, à travers des formes urbaines différentes, on voit que aujourd'hui, on n'habite pas la maison où on est né, bien évidemment, et il y a cette notion de parcours résidentiel dans nos termes, et c'est important de mettre en relation cette notion de jeunes, de famille, de seniors, et voire aussi de personnes plus âgées, et d'expliquer le rapport entre ce parcours résidentiel de chacun et cette vie intergénérationnelle qui est très importante dans les quartiers, et pas que ça soit des mêmes typologies de personnes qui habitent, et la diversité des formes urbaines le permet. Est-ce que par rapport à ça, vous pouvez réagir Il est clair que le parcours résidentiel, peut-être que je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est, mais c'est qu'effectivement, à un moment de sa vie, on est dans une famille, et puis petit à petit, on grandit, on a besoin d'un logement d'étudiant, et puis après, on a besoin d'un studio en centre-ville, et puis après, on a besoin d'un 2 pièces avec le copain, et puis après, on va à la campagne avec les enfants. Enfin, il y a un parcours résidentiel, c'est vraiment le parcours de vie que pratiquement tout le monde a. Et à chaque parcours résidentiel correspond à une typologie d'habitat. Évidemment, tout le monde n'est pas conforme et ne rentre pas dans la règle. Hein. On peut avoir aussi des jeunes couples qui vont à la campagne tout de suite ou qui ne vont jamais à la campagne, qui restent dans la ville. Mais donc, c'est pour ça qu'il est important de proposer des formes urbaines et des formes de parcelles qui permettent à chacun d'avoir son logement. De la même manière, on ne se posait pas la question dans les lotissements très standards, on faisait que d'accession à la propriété. Aujourd'hui, on ne peut pas faire que d'accession à la propriété, on est obligé de faire du logement en accession, du logement en accession sociale, du locatif social. C'est indispensable de diversifier pour que tout le monde trouve sa place dans le quartier. Et puis, l'habitat des seniors, effectivement, il est important de le positionner. Alors, nous, on a fait un CD-ROM il y a quelques années qui s'appelait Créer un nouveau quartier. L'habitat des seniors, les seniors, ils ont besoin aussi d'avoir une animation. C'est bien de mettre l'habitat des seniors autour des places, autour des parcs, pour qu'ils puissent aussi profiter de la vie qui se passe et de ne pas les isoler, de ne pas les mettre trop loin. Ça, c'est important. Après, se poserait la question quand même, on peut l'évoquer, hein, des services hein, dans les nouveaux quartiers, des services et des commerces. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est difficile de concevoir des commerces dans les nouveaux quartiers parce qu'il y a une offre marchande qui est complexe, hein, mais la diversité de services, elle est importante. Et d'équipements, puisqu'on peut aussi imaginer des équipements scolaires, des équipements associatifs, des équipements, enfin toutes sortes d'équipements. Donc la diversité est hyper importante dans la création des nouveaux quartiers. Et participe aussi à la diversité de la forme urbaine, visuelle du quartier. À Pontchâteau, on a la chance d'avoir le passage du Brunet, donc dans le nouveau quartier, il faudra, je pense, prévoir améliorer, ou je veux dire, le quartier autour du Brunet.
Effectivement, aujourd'hui, donc pour parler peut-être aussi concrètement du projet qui nous réunit aujourd'hui, même si l'objectif aujourd'hui n'était pas de parler du projet directement. Donc c'est vrai que le futur quartier de Quattrozik, il est dans un site qui est assez complexe, qui est à la fois très proche du centre-ville, ce qui est un vrai atout, et puis il est vraiment dans une position de vallon qui est sur le Brivet, donc dans un espace naturel qui est protégé, et qui évolue au fil des saisons. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, ça nous semble, nous, dans les éléments de diagnostic qu'on peut avoir enfin, qu'on envisage et qui sont ressortis du travail qui a pu être fait jusqu'à présent, le Brivet, la place du Brivet est un élément important, et ça nous semble être d'ailleurs aussi un élément important, voire au-delà du quartier de Quattrozik, puisqu'on voit bien que sur le développement urbain de Pontchâteau, c'est en fait un fil conducteur. Le Brivet a certainement été à une époque l'artère principale de la ville du Pontchâteau. Donc ce lien au privé paraît être un élément important à mettre en valeur. Aujourd'hui, on a fait notamment des diagnostics en marchant ou un atelier de co-conception avec des habitants ou avec des personnes volontaires, membres d'associations. C'est vrai que c'est un des éléments qui est ressorti, mais dans une vision relativement naturelle. C'est-à-dire que la perception du secteur de Quattrozik tel qu'il a pu ressortir, on était vraiment sur le côté espace naturel, agricole, et non pas forcément sur un Brivet lieu de loisirs comme ça peut être développé par ailleurs dans la ville. Donc c'est vrai que c'est aussi un élément qui peut peut-être être intéressant de pouvoir offrir tout au long du Brivet différentes manières de profiter de ce cadre naturel sous divers aspects. Donc on le voit en centre-ville où il y a eu un aménagement qui a permis aussi de reconnecter le centre-ville au Brivet, sur des aménagements plus base de loisirs, et puis aussi peut-être sur des aménagements plus sentiers de randonnée, ou aussi maintenir des vocations agricoles qui ont toujours perduré au contact de cet espace naturel. Vous nous avez montré quelque chose tout à l'heure, c'est bien, mais êtes-vous certaine que les règles juridiques sont adaptées à ça? Parce que moi, j'ai construit une maison il y a très longtemps, mais on m'a obligé à un tas de trucs, on m'a obligé à faire un tas de choses qui sont exactement le contraire de ce que vous proposez. C'est-à-dire de rester dans une sorte d'uniformité, il fallait que je paye ma maison en crème, que je prends au blanc, d'État, il fallait que je pose mon garage soit en limite de propriété, soit à X temps. Ce qui fait que aujourd'hui d'ailleurs, je suis en fin de garage, des tas de trucs comme ça. Qui fixe ces règles-là? Alors justement, c'est une des grandes questions qui a pu être posée ce soir, c'est de se dire aujourd'hui finalement quelles doivent être les normes qui régissent les implantations de bâtiments sur les parcelles, et puis le cadre vie du quotidien. Donc Valérie Jousseau me proposait même de lâcher la créativité dans les documents d'urbanisme. Donc c'est vrai que c'est une question qui auquel on n'a pas de réponse. Je veux dire, encore une fois, la définition de ce qui est beau peut être fluctuante, et puis et surtout elle est une donnée qui peut être juste un instant T, et puis beaucoup moins vrai 10 ou 20 ans ou 30 ans plus tard, comme ça peut être le cas dans certains quartiers aujourd'hui. Aujourd'hui, ces éléments de réflexion, c'est ce que présentait Nathalie. C'est sûr qu'aujourd'hui, ils doivent être réinterrogés largement en amont du projet d'aménagement, puisque ce type de règles, finalement, doit quand même devoir laisser suffisamment de liberté aux personnes pour créer un cadre de vie qui correspond à leurs attentes. Pour être une réponse vraiment technique réglementaire, aujourd'hui, les éléments qui régissent, on va dire, un règlement de lotissement ou un cahier des charges dans le cadre d'une ZAC sont définis en fonction du projet urbain et doivent être conformes au PLU. Donc on a un peu ce qu'on appelle en langage un peu barbare juridique la hiérarchie des normes, c'est-à-dire que
le PLU est composé de plusieurs documents qui vont de plus en plus dans le détail. Ça part du SCOT qui a une échelle qui réunit plusieurs collectivités aujourd'hui, voire sur le territoire de la Loire-Atlantique, on a quasiment un tiers du département qui dépend du même SCOT, puis après des documents qui sont déclinés de plus en plus finement. Nous, aujourd'hui, en tant qu'aménageurs et avec les équipes de concepteurs avec qui on travaille, c'est vrai que cette question de jusqu'où doit aller la règle, c'est vraiment une question qu'on se pose au quotidien. On a certainement eu tendance, de par aussi les modes de production qui ont été ceux des dernières décennies, c'est-à-dire avec une uniformisation des tailles de parcelles, comme le montrait Nathalie, c'est vrai que plus on va avoir des parcelles identiques, plus finalement on va peut-être être obligé de réglementer aussi parce que ça produit les mêmes espaces et que du coup on pose une règle et finalement on ne sait plus, on tourne en rond puisque la moindre personne qui voudrait aussi, comme vous dites, avoir une façade d'une couleur qui vous convienne, se confronte. Et ça crée de la banalisation des espaces qu'on estime nous être aujourd'hui un mode de réalisation du passé et qui est absolument à repenser dans les futurs quartiers qu'on va faire, parce qu'encore une fois, les quartiers et les choses qu'on va imaginer aujourd'hui, c'est le Pont-Château des 10 prochaines années, des 20 prochaines années, des 30 prochaines années. Enfin, après, le cycle du renouvellement urbain, on voit bien la tendance à s'accélérer, mais on est quand même aujourd'hui en responsabilité, entre guillemets, de concevoir des espaces qui permettront justement de ne pas banaliser les espaces comme on a pu le faire et dont on voit aujourd'hui que ça ne génère pas forcément le désir d'habiter chez les habitants, enfin, chez les nouveaux arrivants ou chez les nouvelles générations en tout cas. Donc nous, ce qu'on met en place, c'est variable. On tente notamment en ce moment diverses expérimentations. C'est peut-être des choses qu'on pourra mettre sur pied dans le cadre du quartier de Coëtresie, qu'aujourd'hui on n'en est pas encore à ce stade-là, mais c'est des choses qu'on peut expérimenter dans certains quartiers. On essaye de faire des cahiers des charges, parfois qui sont travaillés avec des habitants. Alors parfois on arrive à le faire, soit on le fait avec des groupes d'habitants en amont, donc qui ne sont pas forcément les destinataires, mais on a toujours une question aussi du moment où on fait la règle et du moment où les maisons se construisent. Où on l'a aussi dans certains quartiers, où là on le teste même sur les espaces communs par exemple, où on ne dessine pas forcément, on ne conçoit pas forcément tous les espaces communs dès le début du quartier, et c'est un travail qui peut être fait ensuite avec les habitants qui habitent vraiment dans la rue, de dire bon ben voilà, ici au milieu il y a un espace vert finalement qui n'était pas déterminé. Qu'est-ce que vous voulez en faire? Est-ce que vous voulez qu'on plante des arbres qui sont des éléments de la végétation d'agrément? Est-ce que vous avez envie d'un espace, je sais pas, où vous pouvez pique-niquer? Est-ce que vous voulez une aire de jeu? Parce que vous voyez bien que dans le quartier, tout le monde a des enfants et les gens ont envie que les enfants jouent ensemble dans la rue, comme ils ont peut-être pu le faire autrefois dans leur propre quartier. Enfin, on peut aussi envisager parfois justement de limiter ces règles ou alors de créer aussi des nouvelles manières de faire ces règles, c'est-à-dire sur des modes un peu participatifs. Moi, je comprends bien qu'effectivement, les règles, ça peut paraître dérangeant dans un premier temps, mais ce qui est important de voir, c'est que dans la création de la forme urbaine, dans la création de la parcelle, si la parcelle, elle est bien dessinée, elle n'a plus besoin de règles, ça se fait automatiquement. C'est-à-dire que si les parcelles elles font 8 mètres de large, forcément, les gens ils seront en limite de propriété, ils seront en limite de mitoyenneté. Si on dit aux gens, si on leur donne 30 mètres de façade, de largeur de parcelle, et qu'on leur dit collez-vous aux voisins et soyez en mitoyenneté, ça n'a pas de sens. On leur impose une règle et en même temps on leur fait miroiter une grande parcelle. Donc il y a un moment où ce travail de la parcelle, il doit être en cohérence pour éviter effectivement un maximum de règles. Moi je pense que plus les parcelles sont relativement étroites, plus les façades ont le moins d'impact sur la rue, plus elles pourront être libres de matériaux et de conception. Quand on va dans des lotissements et qu'on passe et qu'on se paye tous ces pignons blancs dans lesquels il n'y a ni fenêtre, juste des pignons,
qui parfois montent jusqu'à 8 mètres au étage. Et du coup, effectivement, c'est une vraie chaîne pour la forme urbaine, pour le cadre de vie. Et si on voit un peu moins de ces pignons, si on n'a plus que la façade principale qui est à traiter, eh ben, c'est beaucoup plus simple d'autoriser des matériaux différents, des couleurs différentes. Donc, je pense que c'est vraiment dans cette conception, dès le départ, on doit réfléchir pour qu'effectivement il y ait des règles et qu'elles soient le moins contraignantes possible. Et puis on peut s'offrir dans certains secteurs pas de règles pour voir comment ça se passe, parce que finalement le spontané peut générer des choses intéressantes. Donc, il faut jouer, il faut éviter le plus possible ce qu'on a fait avant, c'est-à-dire la monotonie, par simplicité, puis parce qu'on ne savait pas, à mon avis, ce que ça allait faire. Quand on discute avec les communes et qu'on leur demande mais pourquoi vous avez dans votre PLU des parcelles à 1500 m², en fait, c'est parce d'abord ils ne mesuraient pas du tout, et puis parce qu'ils savaient qu'ils pouvaient accueillir 40 familles, et en divisant la parcelle par 40, ça faisait 1500, et puis voilà, on est arrivé à ça comme ça. Aujourd'hui, on a la capacité on connaît le plus possible les conséquences, on essaye de les anticiper le plus possible. La conception du plan doit être le plus en couture, le plus en finesse possible pour arriver à proposer, pas des quartiers qui ressemblent au centre-bourg, mais des nouveaux quartiers qui permettent d'avoir une qualité urbaine, le confort urbain, la qualité individuelle sur sa parcelle, l'intimité, mais aussi la convivialité. Recréer toute cette histoire. Bonjour. Alors, je me permets donc d'intervenir. Merci déjà à Madame Valérie Joussaume là, pour son explication assez originale, j'ai bien apprécié, sur les nouveautés. C'est vrai que la dernière fois que j'avais eu un tour d'horizon, c'était dans les années 2000, c'était pas du tout sur Pontchâteau. On nous disait, voilà, l'individu est devenu de telle et telle sorte. En effet, on apprenait qu'il y avait les générations X, Y, Z, W là, qui devenaient individualistes. Donc là, vous nous expliquez que finalement, on les a rendus individualistes et qu'ils sont en train de revenir vers le communautarisme, chose qu'on voit aussi autour de nous par nos enfants ou les jeunes qui nous entourent, en fait. Et c'est vrai qu'on entend beaucoup de choses, comme vous dites, sur vivre en communauté, recycler, partager, covoiturer, etc. Maintenant, ça fait un peu peur aussi en se disant que, par votre démonstration, en se disant que, en fait, les générations en question restent quand même individualistes dans leur fait de tous les jours. On le voit bien. Et donc, on ne peut pas non plus avoir plus de flexibilité. Et disons qu'il faut aussi savoir s'arrêter sur certaines limites, quoi. Et c'est pas trop compatible, quoi, en fait. Enfin, ce qui me fait un peu peur, c'est qu'on dise, voilà, on va vers une ouverture communautariste, alors qu'on s'aperçoit que même les jeunes, quand ils sont en cohabitation, disent eux-mêmes que c'est difficile de cohabiter, etc. Donc je ne pense pas qu'il y ait de nouvelles facilités à la cohabitation dans les nouvelles générations, quoi. Sinon, tout l'aspect ville, rurale, j'aurais bien voulu savoir si vous pouviez nous resituer un petit peu la façon dont on voit Pontchâteau actuellement. Parce que moi, quand je suis arrivée, c'était il y a 20 ans, c'était une toute autre ville. J'allais avec ma brouette dans la rue de la voisine chercher du bois. Maintenant, si je faisais ça, je me ferais peut-être écrabouiller, quoi. Donc il y a une histoire de multiplication des individus contre laquelle on ne peut pas trop lutter. Et parce que là, on est en train d'imaginer des espaces de vie, etc. Mais il y a quand même une histoire de population. Moi, ça me fait plus penser à certaines villes où j'ai pu habiter près de Paris, etc., qui étaient auparavant des petites villes, si on remonte dans le temps, et qui ont gonflé comme ça du fait qu'elles étaient à proximité de ceci ou cela. Moi, c'est l'impression que j'ai actuellement, quoi. Plus, non pas d'une nouvelle ère comment dire, de vie,
mais plus qu'on est en train de reproduire les phénomènes qu'on a pu voir autour de très grandes villes il y a 10 ou 20 ans. Quoi. Bon, après, je ne suis pas spécialiste là-dedans. Et puis aussi, toute cette histoire de rêve de la campagne, ça on en entend beaucoup parler avec les petits potagers, machin. C'est pareil, c'est souvent des rêves, enfin je sais pas moi, de gens qui n'habitaient pas en campagne, mais des rêves qui peuvent très bien s'épuiser en 5 ans, etc. Donc est-ce qu'il faut construire sur une notion comme ça de cohabitation, c'est ce qui me fait un peu peur. Enfin, je sais pas si c'est pas très clair ce que je vous dis, mais autant j'ai apprécié parce que ça m'a énormément ouvert l'esprit sur d'autres façons de voir les choses que, comme vous dites, une certaine rigidité de PLU, mais qui est nécessaire pour que les gens arrivent à s'en sortir. Mais c'est vrai qu'il y avait des caractéristiques auxquelles j'avais pas pensé. Mais en même temps, ça fait peur, votre façon de voir les choses. Voilà. Alors, je vais essayer de reprendre, vous me direz si j'oublie pas des choses. Alors, l'aspect cohabitation, je n'ai pas dit qu'on allait vers un urbanisme de cohabitation. J'ai dit que les jeunes, ils sont en train d'essayer à leur façon, d'essayer de réinventer une façon de vivre ensemble. Parce qu'on voit les problèmes dans lesquels nous entraîne un individualisme forcené. Donc, évidemment, les plus jeunes qui ont peu de moyens, pendant qu'ils font des études, ils vont pratiquer de la cohabitation. Par contre, que les choses soient bien claires, pour moi, c'est quelque chose qui va rester très minoritaire. Une fois qu'ils vont être en couple, en famille, on peut avoir des essais d'habitat participatif, mais c'est un peu différent, c'est-à-dire que c'est quand même chacun chez soi. Je pense qu'on va plutôt aller vers quelque chose où chacun est chez soi, mais quand même avec ce désir du collectif. Par exemple, moi je vois beaucoup que les jeunes, ils réinvestissent l'espace public, par exemple, pour faire un apéritif, donc ils vont aller dans les parcs, ou ils vont se réapproprier des tables de pique-nique pour faire un petit apéro ensemble, etc., plutôt que de le faire forcément dans son jardin tout le temps. Donc, je pense qu'il n'y a pas de peur à avoir. On ne va pas vers des formes d'habiter communautaristes, mais dans l'urbanisme, il va falloir quand même penser au fait que les générations qui viennent, elles sont demandeuses d'un espace privatif à l'extérieur, la terrasse, etc., mais qu'il y a des désirs de vivre aussi un peu avec les voisins. Voilà. Donc ça veut dire des espaces publics et tout ça. Donc il n'y a pas ce que je veux dire par là, c'est qu'il ne s'agirait pas de dire à Couette-Rosic qu'on va faire que du logement en colocation pour tout le monde. Ça ne fonctionnerait pas du tout, on ne serait pas du tout en accord avec alors, autre chose que vous dites qui est intéressante, c'est vous avez l'impression... Alors, la ruralité, oui, ce sont des gens qui ne sont pas des ruraux, qui sont un peu dans la mode. Je pense que c'est beaucoup plus profond que cela. En réalité, les choses montrent que, finalement, dans notre histoire, on a tous des grands-parents, des arrière-grands-parents. Il n'est pas très loin le temps, en fait, des paysans. En particulier dans l'Ouest, parce qu'on parle beaucoup de la grande mobilité de tout le monde, il faut être prudent, il y a quand même beaucoup de gens qui vont arriver sur Pontchâteau, enfin nous les études qu'on avait faites c'était plutôt sur V, des choses comme ça, qui montrent que, entre guillemets, les nouveaux habitants, ils ne sont pas très nouveaux, il y en a à peu près un quart qui viennent vraiment de l'urbain, dense, comme de Nantes, et encore... On ne sait pas s'ils n'étaient pas des enfants d'ailleurs, mais la plupart des gens qui viennent par exemple habiter à Pontchâteau, c'est parce qu'ils sont partis à Nantes puis ils sont revenus. C'est des gens qui sont plutôt du secteur de Redon ou de ce coin-là qui viennent pour se rapprocher du bassin d'emploi. Ils ne sont pas extrêmement nouveaux. Il y en a la moitié qui connaissent, qui sont du coin. Il y en a un quart qui sont des anciens ruraux qui se rapprochent des bassins de travail de Nantes ou de Saint-Nazaire mais qui ne veulent pas habiter en ville. Il n'y en a qu'un quart qui sont des anciens citadins. Donc en fait, les populations sont mobiles, certes, mais il ne faut pas imaginer des grandes migrations épouvantables, c'est très régional en fait. Que les nouveaux ne sont pas des anciens citadins,
Ce sont des gens du coin qui habitent dans du périurbain, dans du rural. Donc il ne faut pas imaginer une espèce de remplacement qu'à la place des ruraux viendraient habiter des citadins des villes denses. C'est pas tout à fait ça qui se passe. Et ce rêve de la campagne, alors je ne dis pas qu'il est partagé par tout le monde, parce qu'on est, fort heureusement, les sociétés sont diverses, hein, et qu'il en faut pour tous les goûts, mais il n'empêche qu'on a des formes de réappropriation de l'héritage paysan qui sont aussi dans la jeunesse d'origine rurale, même si ces jeunes, bien sûr, vont aller faire des études à Nantes ou à Rennes ou ailleurs. Donc on le voit, et il y a, par exemple, dans des endroits qui sont beaucoup... On étudie des exemples intéressants, par exemple dans le nord des Deux-Sèvres, qui ne sont pas du tout soumis à des mouvements d'arrivée de population, où on a des mouvements de jeunes, de Parthenay, par exemple. À Parthenay, c'est très dynamique, où il y a des jeunes qui ont 25-30 ans, qui ont fait des études, qui sont revenus, qui disent voilà, nous on est des ruraux, on est de Parthenay, on veut vivre ici, et ils vont avoir des projets, des discours très intéressants, qui ne sont pas seulement un désir de campagne qui va s'éteindre comme ça. Je pense que c'est plus profond que ça. Il y a un autre aspect intéressant que vous avez souligné, qui est très intéressant, et qui effectivement pose question, c'est la brutalité de la croissance démographique que connaît aujourd'hui notre région. Et que, compte tenu des modes de production de la construction et de l'urbain qui sont encore en œuvre, on a, je pense très sincèrement, des risques de transformer certains secteurs en banlieue pavillonnaire quelconque, effectivement, tel qu'on a pu le connaître, par exemple, en Île-de-France. Ça, c'est une vraie menace. Parce que là, pour le coup, ça voudrait dire que la Loire-Atlantique sortirait du champ de l'imaginaire des vacances et rentrerait dans le champ de l'imaginaire de la modernité qui, pour le coup, ne tente plus personne. J'essaie de le dire aux communes, hein, quand les communes ressembleront à une banlieue pavillonnaire quelconque, ça fera rêver personne et donc la dynamique, elle s'éteindra. Il me semble que ce qu'on connaît, enfin, on en parlait tout à l'heure, on ne connaît pas vraiment les moteurs des dynamiques régionales à l'œuvre. Aujourd'hui, tout l'ouest de la France attire. Alors, quand je vais à Nantes, on va dire « Ah, mais c'est Nantes, nous sommes la métropole, c'est nous qui attirons. » Quand on va sur Rennes, même discours. « Ah, c'est nous, on est une métropole, c'est nous qui attirons. » Quand je vais en Vendée, on me dit « C'est pas faux, ça marche très bien la Vendée, il n'y a pas de métropole, ça marche très bien. Ah, nous, les Vendéens, c'est nous qui tirons le truc. » Donc tout le monde a l'impression que c'est lui qui attire. Tout le monde part sur des moteurs économiques. Mais je crois que ces moteurs économiques, en fait, ils sont secondaires. Et moi, je pense que je mettrais un peu dans la lignée de Emmanuel Todd, l'anthropologue. En fait, qu'est-ce qui attire dans l'Ouest? Est-ce que c'est Nantes? Nantes n'avait jamais attiré personne avant les années 90. Est-ce que c'est Rennes? Est-ce que c'est la Vendée? Moi, je pense que les gens, les dynamiques de territoire, ça évolue. Il y a un siècle, c'était le nord de la France. L'Île-de-France aussi. La Bretagne, la Vendée, c'était vraiment le fin fond de la Cambrousse. Qui aurait pu imaginer il y a 50 ou 60 ans, même plus récemment, que ça puisse être la Vendée, le Morbihan, l'île-et-Vilaine ou la Loire-Atlantique, qui ait des taux de croissance comme cela? Qu'est-ce qui attire dans notre région? Est-ce que les gens, au fond, ils ne viennent pas y chercher une qualité de vie? Une qualité de vie qui tiendrait à des éléments anthropologiques. On est dans une France plutôt tranquille, les relations hommes-femmes sont plutôt sympas, faciles. On est dans une région où il n'y a pas de grandes inégalités sociales. Il n'y a pas des très très riches, mais on n'a pas non plus des très très pauvres. On est dans une région où on est passé de la pauvreté des années 50 à une sorte d'optimisme un peu incroyable où tout est possible. Je pense, moi, que c'est ça qui porte le dynamisme de notre région. C'est pas les villes, c'est pas les villes toutes seules, c'est pas les littoraux tout seuls, c'est pas les campagnes, c'est cet ensemble anthropologique qui fait tout ça. Et qu'est-ce qui fait en plus la qualité de vie? C'est que sur un même territoire, on va avoir une grande ville avec ses services, sa culture, ses projets. On va avoir des campagnes densément peuplées avec des équipements, avec une qualité paysagère, le nord de la Loire, le sud de la Loire. On a un littoral, on a un grand fleuve, et on a cette qualité de vie. C'est ça qui attire. Et le problème, c'est que personne ne le comprend parce qu'on est tous dans un discours à court terme sur de l'économie. Soi-disant, Nantes attire parce qu'elle crée de l'emploi.
Mais Nantes attire parce qu'elle fait rêver, parce que la région fait rêver, parce que l'Ouest fait rêver, parce que la société locale, telle qu'on l'a construite, elle fait rêver. Et que malheureusement, parfois, on est en train de scier la branche sur laquelle on est assis. C'est-à-dire qu'on va banaliser les territoires, on va brader des modes de vie, des modes de relations. Vous disiez, se balader avec sa brouette et tout ça, c'est ça qui faisait le sel du truc, être sympa, etc. Et le jour où ça devient une banlieue pavillonnaire, ça fait plus rêver personne. Et ce jour-là, ça sera un autre territoire qui sera en forte croissance, et peut-être des territoires qui, aujourd'hui, nous paraissent vraiment les fins fonds et auxquels on ne penserait jamais. Mais il me semble que c'est aussi le travail qui attire. On va faire passer un micro. Le travail, oui. Mais en fait, les études récentes montrent que quelles sont les régions de France qui s'accroissent le plus, ce sont les régions touristiques. Parce que les régions touristiques, elles font d'abord rêver les touristes. Après, donc elles font venir les touristes. Après, elles font venir les retraités qui ont passé leurs vacances là. Et puis après, c'est les régions, les gens, eh bien, ce sont les régions de vacances, on a envie de travailler là où on est en vacances, se sentir comme en vacances tout le temps. Donc ce sont les actifs qui viennent. Et ils viennent parce que ça fait vacances. Et par exemple, moi je vois les étudiants, les villes qui attirent le plus les étudiants, c'est pas là où il y a les meilleurs chercheurs ou je sais pas quoi. Ce sont les villes qui les font rêver. Dans les années 80-90, c'était Montpellier. À Nantes, les étudiants français ne venaient pas tellement. Ils allaient tous étudier à Toulouse ou à Montpellier. Aujourd'hui, à l'université de Nantes, en faisant les mêmes cours, enfin, je veux dire, le niveau de l'université, il n'y a pas on va attirer des étudiants de toute la France parce que Nantes, son image fait rêver. Soi-disant, il y a la mer à Nantes, il y a beaucoup de culture. Enfin, bon, bref. Donc, je suis d'accord avec vous, il y a 40% de la population aujourd'hui qui travaille en France, il y a 60% qui ne travaillent pas. L'emploi est nécessaire, mais moi je vous dis que certes l'emploi il attire, mais je vous dis que l'emploi se crée dans les endroits qui attirent. Je suis d'accord avec vous, mais par exemple, vous parliez de la Vendée et les Pays de Loire. Disons que depuis une dizaine d'années, il y a énormément de travail. En Vendée, il y a énormément d'entreprises, et c'est ce qui a fait attirer. En plus, il y a les bordures de mer qui attirent quand même pas mal de gens, et je pense que c'est dû à ça. Mais le travail en Vendée, il n'y en a pas depuis 10 ans, il y en a depuis 50 ans. Oui, mais enfin, Hein, donc d'abord, le travail en Vendée, je veux dire, dans les années 50-60, il y avait du travail en Vendée, ça a fixé les populations. Je ne sais pas si c'est le travail ouvrier beaucoup qui attire en Vendée, quoique, mais le fait que ça se mette à être attractif maintenant, on ne peut pas juste l'expliquer par le fait qu'il y ait du travail. Mais je pense que le travail attire, mais le travail va aux régions attractives. Est-ce que le climat n'attire pas aussi ? Le climat. Alors, il y a quelques années, bon, on parlait de l'héliotropisme, l'attraction du soleil. Oui, on l'observe, bien sûr, dans tout le sud de la France. Le climat de l'Ouest, il n'est pas... bon, pour ce qui est de la Vendée, on va dire qu'il y a un microclimat, c'est quand même assez ensoleillé. Après, avouons que je ne sais pas si on n'a pas un climat qui est extraordinaire. La Bretagne n'a pas un climat extraordinaire. Bon, c'est un climat doux. Voilà, c'est un climat doux. Après, c'est pas un climat très ensoleillé. On n'est pas sur du soleil quand même comme dans le sud de la France. Donc, je pense que c'est un peu... Il ne faut pas être déterministe. C'est-à-dire, moi, je ne pense pas à une explication naturelle. Moi, je pense vraiment à un idéal de société. Il me semble que pour qualifier le quartier de Coët-Rosic, on peut aussi souligner sa dénivelée, en fait, parce que je crois que ça va du bout du viaduc, du nouveau viaduc, jusqu'au Brivet, donc forcément il y a même dénivelé qu'ailleurs dans la ville. Et peut-être qu'il serait intéressant de relier les parcelles, non pas seulement par la route, mais en plus par une sorte de grand escalier qui soit réservé donc aux piétons, pour sortir facilement du quartier, aller par exemple en centre-ville et inciter les gens à pas forcément sortir avec leur voiture. Alors effectivement, oui, la topographie du site de Coët-Rosic, c'est un sujet bien complexe. On a vraiment plusieurs, des espaces qui sont différents. Donc c'est vrai que quand on est au contact du centre-ville, on est vraiment sur une crête en fait, qui fait qu'on a vraiment un effet
de promontoire sur la vallée du Brivet, et même y compris sur ce qu'on appelle nous du grand paysage, c'est-à-dire que quand il fait beau, on voit l'Estère de la Loire, on voit le pont de Saint-Nazaire, enfin, on a une vue qui peut être très dégagée. Et on a après tout cet effet autour du vallon du Brivet, où on a vraiment les deux rives du Brivet, et puis la zone humide, et notamment un Talbec qui rejoint le Brivet, où on est vraiment sur des parcelles, des quartiers qui auront effectivement une topographie assez marquée. Donc aujourd'hui, pour organiser les espaces, alors c'est à la fois une contrainte en termes techniques, parce que pour organiser des voiries, pour organiser des réseaux, la topographie, c'est pas forcément quelque chose qui est facile. Par contre, c'est quand même aussi un vrai atout, puisque ça permet de créer des ambiances urbaines. Encore une fois, on revient à la question de la banalisation. Ça permet de créer des ambiances urbaines qui seront certainement plus diverses, puisque la topographie va certainement inciter aussi à une diversité de tailles de parcelles et à une diversité d'ambiance en fonction des différents quartiers. Concrètement, ce qu'on voyait tout à l'heure, dire je prends 4 hectares, je les divise en 40 parce que je veux 40 logements, quand vous venez mettre de la pente là-dessus, c'est très très compliqué. Enfin, il s'agit quand même d'avoir des parcelles qui sont après constructibles, donc on est obligé de jouer avec la pente, on ne peut pas faire abstraction de ces choses. Et effectivement, pour la question des cheminements piétons, aujourd'hui, sur le site de Coët-Rozic, ça nous paraît aussi un élément important. C'est encore une fois des éléments qui sont ressortis du diagnostic. Les gens nous ont beaucoup raconté qu'autrefois, ils allaient à la vallée du Brivet à pied, et que la contournante, elle avait vraiment un peu chahuté ces pratiques. Et qu'aujourd'hui, alors la contournante, elle a répondu à une question d'accessibilité. Je pense que ça a été certainement un élément qui a vraiment amélioré certaines dessertes. C'est un élément qui aujourd'hui fait partie du paysage, qui a quand même bouleversé aussi le paysage naturel tel qu'il avait pu être ces dernières décennies. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, la question du lien du chemin piéton, cheminer vers le centre-ville, cheminer entre les différents espaces autour de ce vallon, c'est des choses aussi aujourd'hui qui sont beaucoup ressorties. Donc aujourd'hui, nous, on n'a pas, concrètement, nous, le projet, on est encore sur des phases de diagnostic, notamment sur des phases de complément de levée topographique, parce que justement le territoire a changé, le terrain naturel est important, et on ne peut pas faire un projet comme ça à l'échelle de plan sur du 2D, et puis tout d'un coup envoyer les engins de travaux, puis se dire ah ben mince, en fait il y a de la pente, en fait ce terrain-là, il verra toucher le voisin parce qu'il est en surplomb. Donc aujourd'hui, on est, nous, en train de consolider justement ces éléments de diagnostic pour bien prendre en compte cette topographie qui est marquée, pour voir l'incidence qu'elle a et essayer d'en faire un atout du site, et non pas qu'une contrainte, pour justement aussi permettre peut-être de qualifier différemment ces espaces. Et c'est vrai que cette question de topographie, cet effet de promontoire, participeront certainement à créer, enfin nous en tout cas on le souhaite, à créer une identité particulière au futur quartier. Merci. Bonsoir. Vous avez parlé des éléments forts pour Pontchâteau. Je dirais que pour Pontchâteau, moi quand je suis arrivé il y a plus de 50 ans, c'était le calvaire. Je ne connaissais que le calvaire à Pontchâteau. C'est encore le cas. Aujourd'hui, l'élément fort pour le Coët-Rozic, pour moi, c'est le rond-point. Enfin, le viaduc a été fait avec le rond-point qui descend dans la ville. Ça a changé complètement la ville par rapport à son accès. Donc dans le quartier qu'on va faire, je pense qu'il serait bon de tenir compte de ce point fort, parce qu'on a les points faibles aussi qui sont manque d'attractivité. On n'a pas de restaurant, on n'a pas d'hôtel. Si on prend le plus aujourd'hui, vous n'avez plus de quoi faire des commerces dans le plus, c'est-à-dire à part les 2 ou 3 petites choses qui restent en ville, on n'a pas de commerce à part ce qui vient de se faire sur Sainte-Anne. Mais comme on a un point fort qui est au rond-point, je crois qu'il faudrait qu'on étudie ce qu'il y a. L'autre point fort de ce site, c'est qu'on a, sur les 20 hectares, on a toute une zone de verdure. Et ça a déjà étudié depuis un moment. Vous avez toute une zone piétonne qui doit faire le tour de la ville, où la commune est propriétaire pour plus des 3 quarts aujourd'hui.
Et donc là, on a des choses à faire qui sont en liaison forte avec la verdure, puisqu'on doit faire un quartier attractif. Et en même temps, vous avez parlé de la concurrence. Enfin, il y a eu une voirie qui a permis de faire le quartier de Quai-Tourzic, parce que sans voirie, avant, on allait par le petit chemin qui était du centre-ville, et qui a été coupé par la voie. Et aujourd'hui, vous avez aussi à regarder, mais ça c'est en dehors du quartier, mais ça fait partie du futur, de la route de Vannes, à venir au nouveau cimetière et venir jusqu'à la route de Crossac. Et la liaison avec cette contournante, c'est parce qu'elle n'est pas finie. Et aujourd'hui, vous n'avez rien, si on améliore l'habitat, on n'a rien pour pouvoir circuler au sud. On n'a qu'une déviation au nord, un boulevard, mais au sud, on n'a rien compte tenu de la dénivelé. Donc je crois qu'on commence à faire de l'urbanisme par la voirie extérieure, et après on construit, c'est-à-dire on enferme son urbanisme. Ça a toujours été, je l'ai fait dans d'autres communes dans le Morbihan, et je vois 30 ans après ce que ça donne. Et ceux qui ne l'ont pas fait n'arrivent pas à desservir correctement leur habitation. Donc je pense qu'il faudrait aussi regarder les voiries. Ça ne sera rien aujourd'hui pour le lotissement futur. Enfin, lotissement, c'est un vilain mot, il ne faut pas appeler ça. Et quant au règlement d'urbanisme, je vous invite à regarder le règlement qu'il y avait en 1982, qui a été révisé 2 fois. Et là, on n'avait pas de maison en bois, pas de limite avec des parcelles qui allaient jusqu'à 2500 m², puisque moi, quand j'ai construit, il fallait 2500 m² obligatoires. Et aujourd'hui, vous ne retrouverez pas ça sur le PLUC, parce qu'il n'y a plus de notion de surface et de façade. Et je vous invite à regarder les PLUC tout autour et à voir, il est assez dépouillé, et je pense, il a besoin de toilettage, c'est normal, mais aujourd'hui, il peut correspondre à pas mal de choses que vous avez à faire dans votre quartier. Parce que les reculs de 5 mètres et 3 mètres, oui, ça c'est les reculs qui sont... Surtout quand là vous avez fait une rue qui est toute droite, mais quand vous avez une rue qui est en courbe, 5 mètres et 3 mètres, on ne met plus rien sur la parcelle. Donc il faudra faire attention et les mettre dans les statuts et non pas dans le règlement. Alors, on n'en est pas encore au stade justement de faire les règles de recul, mais effectivement, comme disait Tati, c'est des éléments qui se réfléchissent. Tous ces éléments-là, c'est des choses qu'il va falloir qu'on travaille, qui vont donner lieu à d'autres étapes, qui vont donner lieu à des réunions publiques, parce que il faudra qu'on entre dans le dur du projet. Nous, on est en train de consolider ces études, justement. Les questions des déplacements, c'est des questions qu'on intègre. On est en lien, par exemple, avec le département pour avoir les derniers comptages à jour sur les véhicules jour. Forcément, dans l'étude d'impact du projet, l'impact de nouvelles habitations, elles avaient aussi été questionnées. On a fait réaliser aussi, par exemple, des mesures sonores, parce que c'est vrai que c'est bien d'avoir des infrastructures qui desservent les logements et qui permettent aussi les flux de transit dans une ville, parce qu'aujourd'hui, on l'a vu, on se déplace tous au quotidien, on travaille à un endroit et qui est différent de l'endroit où on habite, il faut déposer les enfants à l'école, il faut aller faire ses courses. Enfin, on est tous des personnes de mobilité et il faut réussir à trouver un quartier qui est adapté à ces différentes mobilités, c'est-à-dire à la mobilité peut-être de la semaine de je vais travailler à Saint-Nazaire, et puis peut-être la mobilité aussi, comme on l'a vu, plus douce, dire ce week-end, j'en ai marre de la voiture, je cours toute la semaine, ma voiture le week-end, j'ai pas envie d'y toucher, j'ai envie d'aller chercher mon pain dans le centre-ville à pied, j'ai envie d'avoir un chemin praticable, comme vous dites, un chemin de randonnée peut-être, un chemin piéton ou à vélo, parce que c'est vrai que quand on est à une demi-heure du centre, on n'y va peut-être pas forcément à pied tous les jours, mais à vélo, 10 minutes finalement, c'est peut-être déjà plus praticable. Donc nous, dans le travail d'aujourd'hui de conception, on essaye de réinterroger ces différentes échelles, on essaye de consolider ces données, de prendre en compte les impacts aussi de chaque mode de déplacement, de chaque ouvrage, puisqu'encore une fois, la contournante c'est un atout, ça desservira le quartier, ça crée aussi des nuisances acoustiques qu'il faut interroger pour les habitants qui habiteront à proximité. La question des déplacements,
des modes doux. Donc on l'a vu, après, on est aussi à venir à se confronter à des notions d'intimité. Et la question aussi du recul que vous abordez, elle est aussi sur cette... finalement, elle rejoint aussi cette question d'intimité et puis de relation à l'espace public. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, est-ce qu'on souhaite avoir aussi des gens qui passent au fond de sa parcelle parce que c'est un chemin public? À quel point on est en capacité d'accepter d'avoir un espace devant sa maison qui n'est pas peut-être clôturé, qui est réduit mais qui n'est pas clôturé. Donc toutes ces questions-là d'intimité, d'organisation de la parcelle, il faudra qu'on entre dans le détail et, comme vous dites aussi, envisager des règlements qui sont ni trop contraints pour permettre aussi aux gens de s'exprimer, parce qu'aujourd'hui, on est aussi dans une société où on a envie de s'approprier son logement pour la plupart. C'est aussi un moyen d'individualisation qui demeure, mais aussi avec quand même on va dire, des règles qui permettent quand même aussi de qualifier les espaces. C'est-à-dire que la question des clôtures, qui font souvent beaucoup débat, beaucoup réagir, c'est une question qui est très difficile au quotidien. Il n'y a pas forcément de réponse évidente. Les règlements, par exemple, ont souvent tendance à vouloir réduire les hauteurs. On va dire les hauteurs de clôture, code civil, en général, on dit c'est 2 mètres. Par contre, est-ce qu'aujourd'hui, quand quelqu'un crée un mur de 2 mètres opaque, parce qu'il ne veut pas voir son jardin, parce qu'il sur la rue, est-ce que c'est une ambiance, une qualité de vue pour la personne qui va être piéton? Est-ce que c'est souhaitable? Enfin, toutes ces questions-là, c'est très compliqué de trouver la bonne solution. C'est toujours un pari sur l'avenir aussi quand on édicte ce genre de règles, de savoir comment elles vont être perçues dans les 10 ans ou les 20 ans à venir. Après, c'est quelque chose qu'il va falloir qu'on construise, qu'il va falloir qu'on examine à l'échelle de chaque quartier, quasiment à l'échelle de chaque parcelle finalement. Mais ça, c'est un travail que les maîtres d'œuvre, que les architectes, que les urbanistes et paysagistes vont devoir porter et vont devoir partager à la fois avec la collectivité et puis après avec les gens qui voudront s'associer à cette démarche et puis avec les futurs habitants qui eux, viendront pour construire leur projet, leur maison et qui la voudront à leur image. À Plomeur, vous avez un lotissement, ça fait 30 ans que je l'ai implanté et il n'y a pas de clôture, aucune clôture. Donc il y a du recul pour savoir si ça a bien marché et c'est ceux qui sont c'était Européanum qui faisait ça à l'époque, qui était américain, c'était des capitaux américains et qui avaient mis ce système-là en place. Et je pense que ça fonctionnait. Ayant vu des personnes depuis, maintenant, je pourrais vous donner où ça se situe, mais... Après, c'est vrai que les anglo-saxons, en fait, ont une relation complètement différente de nous avec la clôture. Et donc, c'est pas évident d'imposer le fait qu'il n'y ait pas de clôture, par exemple, dans nos pratiques à nous. Ouais. Ce qui est important à comprendre, en fait, c'est qu'on voit bien que l'urbanisme, il est en train de passer d'une période, on va dire, une période d'une sorte d'opulence, on pourrait même dire de gaspillage, à une parcimonie. On rentre dans une phase de parcimonie. C'est-à-dire que dans les années, on va caricaturer un peu, on va dire les 30 glorieuses, on a vécu comme si tout était illimité, que la terre était illimitée, que nos moyens financiers étaient illimités, que la qualité, enfin, je veux dire que la qualité de l'air, elle était de fait, que la qualité de l'eau, elle était acquise. On a urbanisé sur des très grandes parcelles d'un seul tenant, on a sur des topographies planes, on a fait du gros œuvre, on va dire. Ça a été très grand. Aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, c'est vraiment qu'on est rentré dans quelque chose qui est de l'ordre de la parcimonie. Et des terres, on ne peut pas consommer autant de terres que ce qu'on a fait depuis une cinquantaine, une soixantaine d'années. Les moyens deviennent moins importants.
on se pose des questions sur la qualité de l'air, de l'eau, enfin de choses qui sont des biens communs d'une valeur inestimable et qu'on pensait acquis à tout jamais. Donc on est dans cette situation de parcimonie. Et là, ça a été dit plusieurs fois, on est en train de passer dans un travail de haute couture. Ça demande beaucoup d'intelligence collective. On ne peut plus faire comme on a fait, des grandes emprises d'un seul tenant et tout ça. Donc ça demande de l'intelligence, c'est de la haute couture, c'est de la dentelle, disent certains. Et moi, je suis d'accord avec ce que disait Nathalie tout à l'heure, c'est-à-dire que les règlements tatillons, ils étaient associés à des projets qui n'avaient pas de projet urbanistique. Il me semble que là, vous voyez, cette réflexion que ça va demander Quattrosic, des urbanistes, des topographes, des paysagistes, des sociologues, des géographes, etc. Et ben, une fois que tout ça va être pensé, on va avoir des projets urbanistiques qui vont être tellement pensés qu'après, presque le règlement, il va pas y avoir des sommes de règlements qui vont s'imposer, et peut-être que là, une créativité de l'individu dans sa parcelle va être possible. Enfin, moi, je le crois sincèrement. On est vraiment dans une bascule totale de l'urbanisme, il me semble. Je suis d'accord avec vous, mais est-ce que vous allez faire, dans le quartier que vous allez faire, est-ce que vous avez imposé un plan de dépénage ou est-ce que vous allez laisser quand même, si c'est en limite ou en trait, si vous avez laissé les personnes qui ont acheté libres de construire avec un accord? Alors, aujourd'hui, voilà, je ne veux pas être radical, mais effectivement, c'est aujourd'hui, encore une fois, on l'a vu, la manière de produire n'est pas forcément encore toujours adaptée à la qualité des espaces. Je caricature extrêmement, donc j'espère que je vais vexer personne par mes propos. Aujourd'hui, quand on s'adresse à un constructeur, qui est le mode, je n'ai absolument rien contre des constructeurs, hein, j'ai travaillé pour des constructeurs, qui est le mode de production habituel aujourd'hui de la maison individuelle, c'est vrai qu'on a des catalogues, et c'est un choix qui est important, mais on a tendance, du coup, à choisir la maison de manière un peu déconnectée du terrain. Et aujourd'hui, c'est ce qui produit aussi des projets qui sont mal implantés, qui ne valorisent ni le logement, ni qui ne créent pas toujours des espaces intimes, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, parce que parfois la question de l'intimité, elle se pose même pour le logement en lui-même, ou quand on passe dans la rue, on voit les gens derrière leur baie vitrée, dans leur salon, et on a quasiment un sentiment d'intrusion en tant que piéton. Donc, on a cette question, cette reconnexion à faire entre le projet de la maison et le terrain qui est fondamentale et qui, malheureusement, n'est pas toujours suffisamment fait, de mon point de vue. Un des moyens pour essayer d'éviter ce genre d'erreur, c'est quand même de cadrer un peu les règles d'implantation pour qu'il y ait non pas un carcan, mais des indications qui permettent de valoriser au mieux la parcelle et d'indiquer quand même, on va dire, sur certaines parcelles, des implantations préférentielles. Notamment, ça peut être, comme vous dites, un plan d'épannelage, des questions d'altimétrie, de hauteur, dire à cet endroit, il sera plutôt souhaitable, vu la taille de la parcelle, vu l'espace public qui sera en rapport, d'avoir une maison qui va être proche de la rue, qui va peut-être monter jusqu'à R+1, c'est-à-dire créer une rue qui sera assez tenue, ou alors aller chercher une limite en mitoyenneté, voire... soyons fous, sur une double mitoyenneté, comme on peut le voir, et de manière à ce que ça puisse aussi créer dans l'organisation des parcelles entre elles ces fameux espaces intimes, la troisième pièce qui est la pièce de vie extérieure, qui est aujourd'hui un souhait de beaucoup pour avoir son espace de vie qualitatif.
une des manières de créer de l'intimité, on aura par exemple sur le site de Couette-Rosic, vraisemblablement, on aura certainement, étant donné les rues qui sont déjà existantes et qui serviront de trame aux aménagements futurs, on aura certainement des parcelles où l'accès sur la parcelle sera au sud. Si on reste dans le schéma classique de dire ma pièce de vie, je la mets au sud, j'ouvre ma maison sur le sud, mais que le sud de la parcelle, c'est là où se trouve le garage, ou la vue de la rue, comment fait-on? Donc, on sera amené pour que le quartier, pour s'assurer quand même des ambiances générales du quartier, on sera amené forcément à indiquer sur certaines parcelles, peut-être des limites, des implantations préférentielles. Après, il faut savoir créer une diversité de parcelles suffisante pour que ce ne soit pas vécu comme, encore une fois, un carcan, une contrainte. On dit souvent, et de manière un peu parfois tarte à la crème, il faut tout pour faire un monde. Moi, je pense qu'en aménagement, c'est un peu pareil. Il faut aussi un peu toutes les parcelles, tous les types de parcelles pour aussi correspondre à toutes les demandes et pour que chacun puisse un peu trouver son terrain où il va permettre de s'exprimer, de mettre la maison comme il a envie de la mettre. Donc, évidemment, c'est plus facile de travailler ces règles, comme le disait Nathalie, quand on a des gens qui sont aussi en capacité d'investir un projet, qui s'entourent d'architectes. Après, comme l'a rappelé Nathalie, il y a aussi le conseil aux particuliers, qui est un conseil gratuit, qui est fait par le CAE, qui peut aussi permettre de comprendre comment tirer parti de ces règles pour en faire un atout dans le quartier plutôt que de le vivre comme une contrainte. Bien, je vais vous peut-être prendre une dernière question avant que l'on puisse apporter une conclusion à ce premier rendez-vous. Est-ce qu'il y aurait une dernière question? On a le lycée qui va venir, et pour les jeunes, vous n'avez pas d'habitat, ce que j'appelle parce que les lycées vont fixer quand même des jeunes à Pontchâteau, et vous n'avez pas d'habitat qui correspond encore aujourd'hui, si vous voulez, pour les jeunes qui sont soit qui restent la semaine et qui repartent chez eux le week-end ou aux vacances. Et à Pontchâteau, on n'a pas du tout ce type d'habitat. Donc ça peut être aussi à regarder dans le quartier. Oui, c'est tout l'enjeu effectivement de la réflexion qu'on doit mener à long terme et pas au coup par coup. Vous avez tout à fait raison. Et c'est en partie pour ça qu'on prend ce temps-là de réflexion pour acquérir ensemble un socle commun, d'éléments, de pistes de réflexion, et puis que l'on approfondira par la suite. Le lycée, lorsqu'il va évidemment arriver sur Pontchâteau, il va être réfléchi en même temps avec les équipements annexes nécessaires et l'internat notamment, ou en tout cas un foyer de jeunes, si c'est nécessaire, pour qu'on puisse accueillir en semaine les jeunes qui seront aussi lycéens. Mais j'espère que vous avez trouvé ce soir plaisir à démarrer ce projet avec nous, ce projet global. On va construire un nouveau quartier. Il ne s'agit pas de plaquer un nouveau quartier dans une zone, mais bien au contraire de l'intégrer, et que ce quartier ne soit pas uniquement parcouru par les résidents, mais parcouru par l'ensemble des Pontchâtelains en forme de promenade, qu'il soit vraiment inclus et greffé et bien inséré dans la commune, d'autant que l'endroit, les paysages de ce futur quartier sont des paysages plutôt privilégiés. Et vous avez cité tout à l'heure, Philippe, tu as cité le Brivet. Effectivement, il faut que ça soit une continuité de promenade aussi pour nous, les Pontchâtelains, que nous soyons résidents ou pas de ces lieux. En tout cas, je voudrais remercier Valérie Joussaume, Nathalie Kopp et puis Hélène Guyonnet pour l'animation de cette soirée et pour tout ce que vous avez apporté afin de nourrir notre réflexion. J'espère que ce premier rendez-vous vous a donné envie de nous suivre, parce que nous en avons d'autres, bien sûr, et que ce quartier va prendre forme avant tout avec vos idées. Et en appui, nous aurons l'équipe de la CELA avec donc un accompagnement pluridisciplinaire, puisqu'on a besoin d'un ensemble de disciplines, de compétences pour arriver à faire de ce quartier quelque chose de très intégré et agréable à vivre. Donc voilà, la démarche et l'idée est celle-ci. Donc je vous remercie pour votre participation, et puis je vous encourage
à être attentif et d'autres rendez-vous vont venir autour de ce quartier ou autour d'un projet plus global qui sera Pontchâteau 2030, dans lequel on souhaite également s'inscrire et qui va nous aider à réfléchir et tracer, imaginer la ville, comment nous souhaitons voir imaginer la ville d'ici 20 ou 30 ans. Voilà. Donc merci encore et puis à bientôt finalement, à bientôt.